Juventini, bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Stylé Juve, épisode 5. Aujourd'hui, on continue le bilan de la saison. Donc, la semaine dernière, on a fait la défense. On vous invite à réécouter l'émission si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Aujourd'hui, donc, on continue de monter et on s'attaque au milieu de terrain. Et avec moi pour en parler, je demande un milieu à 3, avec dans le rôle du numéro 6, un milieu de terrain bien rugueux, qui lâche les tacles quand c'est nécessaire. Calo, bonsoir. Bonsoir à tous. Elle a toute la délicatesse d'un toucher de balle de Miralem Pjanic. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Et puis, impossible de faire un podcast sur le milieu de terrain en parlant de Blaise Matuidi, évidemment, sans lui. Rafa, bonsoir. Yes, salut à tous. Allez, je vous propose de commencer l'émission tout simplement avec votre top et votre flop. Je rappelle, votre meilleur milieu de terrain et puis votre pire milieu de terrain. Calo, je te laisse commencer. Oui. Alors pour moi, je vais commencer par le flop, parce que c'est tellement un flop qu'il mérite de passer en premier. Alors moi c'est Khedira. Alors j'avoue, j'aime pas ce joueur. C'est typiquement le joueur qui fait tout correctement mais qui n'excelle en rien. Donc j'ai déjà un a priori à la base. Mais vu qu'on est dans un podcast quand même qui doit garder un minimum de sérieux, j'ai été regarder les stats pour voir si mon avis correspondait à la réalité. Alors évidemment une stat, on peut lui faire dire n'importe quoi, mais quand on prend 10 ou 20 stats différentes pour un milieu de terrain, on a déjà une idée un peu du rendement de ce milieu de terrain là. Et j'ai regardé les stats pour voir donc si ça correspondait à ce que je pensais, et c'est bien pire que prévu. Voilà. Donc on va regarder un peu les stats, on va commencer par le bon. Khedira a marqué 9 buts cette saison. Alors ça c'est une bonne chose, c'est déjà énorme, 9 buts pour un milieu de terrain. Bon, évidemment, il y en a qui ont fait mieux, comme Milinkovic-Savic avec 12, mais 9 buts, c'est très bien. Alors, rendons à César ce qui est à César, il a marqué 9 buts. Je ferai juste un petit bémol, dans les 9 buts sont marqués à partir de la surface, c'est-à-dire que les buts ont été fruits du jeu. C'est pas une frappe de loin qui a débloqué une situation où on n'arrivait pas à rentrer dans la surface. C'est des buts fruits du jeu, mais 9 buts, rendons-lui les mérites qu'il mérite. Il y a un petit triplé aussi contre l'Udinese, on va dire, dans un match assez fou qui vient un peu gonfler le bilan. Exactement, il avait marqué un triplé dans un match qu'on a gagné 6-2, donc évidemment ça gonfle le bilan. Mais bon, il a marqué 9 buts, on va pas lui enlever ça. En passe décisive, il a fait, attendez, je regarde, 2 passes décisives, ce qui est pas énorme, mais bon, c'est pas un meneur de jeu non plus, c'est pas lui le métronome de notre milieu de terrain, donc on peut pas trop lui en vouloir. 2 passes décisives, ça reste néanmoins médiocre. Par contre là, je vais donner les 2 stats qui fâchent, les 3 stats qui fâchent. La première stat, c'est l'activité. Donc il faut savoir que en Serie A, vous avez des milieux de terrain qui courent 12 km par match. Dans les 3 milieux de terrain qui sont à 12 km, vous avez notre petit Mandragora, il est 3e, il a couru 12 km. Puis vous avez nos autres milieux de terrain de la Juve, Pjanic, Matuidi, etc. Khedira est 120e au classement en activité au milieu de terrain. Je veux dire, il est derrière nos 4 défenseurs centraux. Il est derrière Chiellini, il est derrière Caldara, notre futur défenseur central, il est derrière Rugani, il est derrière Benatia. Et un milieu de terrain qui court moins qu'un défenseur central, il y a clairement un problème. Je veux dire, il a couru quasiment les mêmes kilomètres par match de moyenne que Oedes. Oedes, je vous rappelle qu'il est cliniquement mort. Il a son tibia, il a laissé à Schalke. Donc le mec, il a couru moins de 10 km par match, Oedes, 9,8. Et Khedira, c'est quasiment pareil, quoi. Donc, niveau activité sur le terrain, c'est pas terrible, mais bon, le foot, c'est pas des marathoniens, on n'est pas là que pour courir, on est aussi là pour récupérer des ballons, faire des passes. Et là, c'est la stat qui tue, la stat qui, pour moi, est impressionnante dans le mauvais sens du terme. J'ai regardé un peu les ballons récupérés cette saison, et vous avez, par exemple, le petit Torreira, c'est le petit Uruguayen de la Sampdoria, excellent joueur, soit dit en passant. Il a récupéré 178 ballons sur sa saison. Puis vous avez un ensemble des joueurs, comme Leiva, Bertolacci, etc., avec un certain nombre de ballons récupérés. Vous avez même Pjanic, il a récupéré 120 ballons, c'est juste énorme, j'étais étonné quand j'ai vu ça, mais on en parlera un peu plus tard. Khedira est 182e dans le classement, il a récupéré 48 ballons sur sa saison. Pour vous donner un point de repère, vous avez Chiesa, qui est l'ailier droit de la Fiorentina, donc un joueur offensif, il a récupéré 82 ballons, alors que Khedira c'est 48. Donc pour moi, Khedira, au début, je l'aimais pas. J'ai regardé les stats, c'est encore pire. Donc pour moi, c'est plus un joueur d'Juve. C'est même pas un joueur de Serie A pour certains clubs. Pour moi, c'est devenu un joueur de MLS. Donc il a marqué 9 buts. Je vais lui laisser ça. Donc je lui donne un 5 pour sa saison. Mais il aurait pas marqué ses 9 buts, ça aurait été un 4. Pour moi, c'est out. Voilà, ça c'était mon flop. Je vous laisse donner le vôtre.
Écoute, moi je vais enchaîner directement. Mon flop c'est Khedira aussi parce que je vais pas prendre en compte la saison de Stefano Sturaro, évidemment que c'est un échec total, mais je considère qu'il a pas joué assez, on va dire, pour que je tape dessus. Voilà, il a fait son temps à la Juve, il a été bon quand il a joué avec continuité. Maintenant, il est pas capable d'assurer, on va dire, ce rôle où il a des petites rentrées ou des petites apparitions de temps en temps. Non, moi mon flop c'est Khedira parce que contrairement à toi, Kalo, j'aimais beaucoup Khedira quand même sur ces 2 premières saisons. Il avait cette façon d'avaler les espaces pratiquement, en fait, de s'insérer tout le temps dedans, et c'est ce qui lui permet de marquer beaucoup. Il avait quand même un certain dynamisme et un travail de l'ombre, en fait, ce qui faisait que dès qu'il était pas là, on le remarquait tout de suite. Et cette année, en fait, moi je lui en veux parce que j'ai l'impression qu'il a pas cherché à faire des efforts, en fait. J'ai l'impression que il était assez amorphe, en fait, justement, il avait pas beaucoup de tonicité, et en fait il a été beaucoup critiqué, et j'ai trouvé que sur la fin de saison il a été piqué dans l'orgueil, il a corrigé le tir, et donc moi c'est mon flop pour cette raison, c'est parce qu'en fait il est capable de faire tellement mieux et qu'il a peut-être eu de la facilité, et du coup voilà, il a bien fini la saison, mais il aurait dû être comme ça toute l'année pour moi, et donc moi j'ai un petit peu de rancune. Émilie, je te laisse nous donner ton flop. Mon flop, moi, ce sera pas Khedira, ce sera Sturaro pour le coup. Je pense vraiment que il a plus le niveau pour jouer à la Juve. Et puis même pendant les saisons précédentes, moi, il m'a jamais transcendé, donc je pense qu'il est temps qu'il aille voir ailleurs ce qui se passe. Raphaël, ton flop cette saison? Alors moi j'ai pas envie de taper sur Sturaro parce que on le voit comme une éclipse de lune à la Juve. J'ai pas envie de taper sur Khedira parce que moi j'ai trouvé que son début de saison était assez correct. Après il a fait une fin de saison horrible, donc on peut pas se le cacher. Mais pour moi le flop cette année, je veux sûrement en surprendre plus d'un, c'est Claudio Marchisio. Malgré que c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui est adoré par tout le monde à Juve, mais s'il joue pas beaucoup, c'est il doit avoir quelque chose pour justifier le fait qu'il ne joue pas énormément. Depuis que Claudio Marchisio s'était blessé au genou, il me semble, au genou, j'ai l'impression que sur le terrain, il fait attention à lui en fait, il se jette pas dans les duels, il se préserve en fait. Et quand il a fait ses matchs cette saison contre Bologne ou contre Crotone, c'était un des pires joueurs sur le terrain, on peut pas se le cacher. Donc pour moi, Marchisio, c'est quelqu'un que j'adore et que je le dis, j'adore. Mais cette saison est beaucoup trop juste pour moi. Et j'aimerais beaucoup qu'il reste, mais en vrai, je suis pas sûr qu'il va rester cette saison, Marchisio. Les qualités techniques de Marchisio, on peut pas les remettre en cause, elles sont toujours là, on l'a quand même vu à plusieurs reprises, mais le problème c'est qu'en fait, il a pas plus d'une heure dans les jambes, et du coup, avant d'attaquer notre top au milieu de terrain, je vous propose la question de Prince Rakim sur le forum, qui nous demande si ce serait pas honteux de pousser Marchisio vers la sortie, si lui il accepte le banc. Moi, ce que je me demande, c'est si Massimiliano Allegri, est d'accord pour avoir un joueur qui est pas capable de faire plus d'une heure sur le terrain. Il y a quand même un paramètre à prendre en compte quand même pour Marchisio qui est très important pour la Juve, c'est qu'au niveau des listes pour l'Europe et pour le championnat, c'est l'un des seuls joueurs pratiquement qui est formé au club. Calo, est-ce que pour toi Marchisio, on doit le pousser vers la sortie ou il a toujours sa place à la Juve? Pour Marchisio, je suis pour. Pour moi, il devrait rester. Je vais vous donner les arguments. Déjà, il vient d'une double blessure à la même jambe. Donc voilà, il faut le temps qu'il se remette. Et là, il a joué 3 matchs de suite, je pense, en fin de saison. Enfin, en tout cas, pas de suite, mais avec continuité. Et c'était de mieux en mieux. C'est-à-dire, le premier match, on sentait vraiment qu'il avait plus le rythme. Le deuxième match, c'était un peu mieux. Le troisième, un peu mieux. Alors, on va pas se leurrer, il ne deviendra jamais le joueur qu'il était avant. Mais je pense qu'il peut toujours nous aider, surtout qu'il est assez éclectique. Je veux dire, il peut jouer mezza, là, il peut jouer regista, il peut jouer à différents postes. Comme tu dis, il y a aussi le problème des listes. Il rentre dans les listes, et puis c'est la famille, quoi. Évidemment, on est là pour gagner, on n'est pas là pour avoir du cœur entre guillemets, mais on est là aussi pour avoir le petit côté romantique. Et Marchisio, c'est la famille, quoi. Donc pour moi, il devrait rester. Je pense que c'est vrai que rien que voilà, pour ce qu'il représente aujourd'hui à la Juve, et surtout maintenant avec le départ de Buffon, si lui accepte son nouveau rôle à la Juventus et si lui n'a pas envie d'une nouvelle expérience ailleurs ou de plus de temps de jeu, c'est évident qu'on doit le garder. Je pense que Émilie sera d'accord avec nous sur ce point.
Oui, je suis d'accord sur le fait que si lui demande pas forcément à jouer titulaire, on doit le garder. Ça reste quand même quelqu'un qui apporte beaucoup, je pense, à l'équipe en dehors du terrain. Mais après, voilà, même en entrant en cours de jeu, est-ce que justement ce rôle de substitut, entre guillemets, qui resterait sur le banc et qui rentrerait en cours de jeu, ça le bloquerait pas également? On voit justement qu'il a besoin de continuité pour être bon. Est-ce que le fait de rester tout le temps sur le banc, en fait, ça va pas le griller encore plus quand il entrera en jeu? Je suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure des choses. Mais bon, je ne veux pas le voir partir, clairement pas. Pour le moment, la situation elle est encore assez indécise. On a entendu pas mal de choses. On a entendu des rumeurs qui disaient qu'il ne s'entendait pas avec Allegri et qu'il pourrait partir. D'autres qui disaient qu'il est tout de suite allé voir la direction pour leur dire non, moi je veux rester à vie à la Juve. Donc on suivra ça avec attention pendant tout l'été et puis on vous tiendra au courant bien évidemment sur Style Juve. Allez, je vous propose de retourner dans nos tops et nos flops et maintenant on va parler évidemment de notre meilleur joueur. Je pense qu'on risque d'avoir l'unanimité là-dessus. Calo, je te laisse une nouvelle fois commencer. Alors pour moi, c'est Pjanic. Je veux dire, moi j'ai toujours aimé Pjanic, encore une fois, parce qu'il y a toujours le petit côté de la vie personnelle qui va au-delà des données. Moi j'ai toujours aimé, mais j'ai quand même été regarder ces données. Donc techniquement, rien à dire. Il est exceptionnel, coup de pied arrêté, pareil. Il a un taux de réussite assez haut. Créativité, je veux dire, c'est juste, il est loin devant tout le monde. Alors en passe décisive, niveau créativité, il est à 7 passes décisives, 11 en comptant les coups de pied arrêtés qui deviennent des passes décisives. Donc imaginez, il est à 11, le deuxième c'est Rodrigo Paul avec 6, juste derrière. Je parle de milieu de terrain, je parle pas d'ailier ou de quoi que ce soit d'autre, juste des milieux de terrain. Donc bref, c'est mon style de milieu. Par contre, là où j'ai été hyper étonné, ça m'a sauté au visage, c'est le mec qui a le plus d'activité sur le terrain, de tous les milieux de la Juve. Il court 11,278 km par match, c'est le numéro 1 à la Juve, c'est assez étonnant pour un métronome, et il est aussi numéro 1 en ballon récupéré. Je veux dire, techniquement, Pjanic a récupéré 2 fois, 8 plus de ballons qu'Edira. Il a récupéré 120 ballons. C'est juste énorme, donc pour moi c'est devenu une espèce de joueur total, c'est impressionnant. À son poste, dans son style de jeu, en tant que métronome, je vois pas qui dans le monde serait plus fort que lui. On va peut-être me sortir Kroos ou quoi que ce soit, mais non, pour moi il récupère pas autant de ballons. En tout cas, j'ai pas été regarder les stats, mais de mémoire il récupère pas autant de ballons. Pour moi il est juste exceptionnel. Donc Miralem, je sais que tu vas écouter ce podcast, tu vas voir Marotta, tu le regardes dans l'œil et tu lui dis l'année prochaine à côté de moi tu mets autre chose que Borat parce que j'ai envie de gagner la Coupe des Champions, parce que toi t'es juste exceptionnel et je t'aime mec. Voilà, je vous laisse la parole. C'est vrai que tu fais bien de sortir ces statistiques-là parce que évidemment on voit tout de suite l'importance de Pjanic dans la création du jeu évidemment, mais j'avais pas remarqué qu'il était même aussi important dans l'aspect défensif et dans la récupération du ballon. De toute façon, il y a Modric qui est vieillissant du côté du Real et c'est pas un hasard si on a tout de suite de côté de la presse espagnole évoqué Pjanic comme possible remplaçant. Donc si tu nous écoutes, Miralem, j'espère que tu ne suivras pas ces rumeurs, bien évidemment, et que tu resteras ici à la Juve parce que tu as encore énormément de choses à apporter à cette équipe. Raphaël, tu es d'accord avec ce top ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce top. Avec Miralem Pjanic sur le terrain, la Juve marche sur l'eau. Sans Miralem, elle galère contre Bologne, quoi. Donc, quoi dire de plus, quoi. Donc, Calo a suffisamment parlé de Miralem pour que je ne puisse en rajouter. Du coup, je sais pour l'Emilie. Je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus. Pjanic, c'est l'excellence de notre milieu de terrain. Et comme l'a dit Rafa, avec lui, on gagne et sans lui, on galère. Donc, je pense qu'on a besoin de lui et ce serait vraiment dommage s'il décidait de partir, mais je ne pense pas que ça arrivera quand même. Maintenant, il a vraiment transformé le milieu de terrain, mais il mérite effectivement d'avoir des personnes à ses côtés qui le mettent encore plus en valeur et qui permettent aussi d'être mises encore plus en valeur. Le milieu de terrain qui l'entoure pour l'instant, c'est bien, mais ça peut être encore perfectible.
C'est vrai que j'ajouterais que Pjanic, ça a vraiment été l'élément invariable en fait au milieu de cette saison. Il a pratiquement toujours été à la hauteur. Je ne me rappelle pas vraiment de match dans lequel il est passé à côté. Et c'est vrai que ça va être très important de voir comment il va être utilisé les saisons à venir et surtout quel joueur on va lui associer. En parlant justement des joueurs qui l'entourent, je vous propose maintenant d'attaquer un petit peu le bilan des recrues. Et on va commencer du coup avec la plus grosse recrue, je pense, du milieu de terrain. C'est évidemment Blaise Matuidi. Raphaël, je sais que tu l'aimes beaucoup et je te laisse commencer. Quand j'ai appris que Blaise Matuidi a signé à la Juve, j'étais vraiment content parce que pour moi c'est la personne qu'il fallait à la Juve pour dynamiser le milieu, pour donner la profondeur au jeu et avoir de la grinta. Blaise Matuidi, c'est quelqu'un qui court tout le temps. On lui loue ses 8 poumons à chaque match, mais c'est normal quoi. Il court tout le temps et pour moi, Pjanic aurait fait une moins bonne saison, Matuidi aurait été le meilleur milieu de terrain de la Juve cette saison. Après, je vais dire que c'est sa première saison et Matuidi c'est quelqu'un qui s'adapte vite, mais qui se donne toujours à fond. Et on l'a vu en fin de saison, il avait un peu, il manquait un peu d'essence, on va dire. Je pense que Blaise Matuidi saison prochaine, ça donnait du très très bon. On peut l'associer à Pjanic et même on peut l'associer avec une future recrue, peut-être Emre Can. Alors on a toujours pas signé, mais on verra ce que ça donne. Peut-être avec Savic, mais ça c'est une autre histoire. Faudrait que Marotta sorte les gros billets. Mais pour moi, Matuidi c'est le top quoi. En fait, on pouvait pas avoir mieux de terrain en saison dernière en fait. Pour le prix qu'on l'a payé, on pouvait pas avoir mieux. Ouais, à ce prix-là, on pouvait pas avoir mieux. Mais c'est vrai que tu dis qu'il court beaucoup, que nous on soit surpris par son activité, c'est une chose. Mais il y a même Allegri qui a été très surpris aussi en début de saison, qu'il a dit à plusieurs fois dans les interviews après match, mais qu'est-ce qui court. Calo, est-ce que toi aussi t'as été impressionné par toute cette énergie de Matuidi? Alors moi, je ne suis pas français, je n'habite pas en France, donc je le connaissais assez peu. Et la Ligue 1, je vais pas vous mentir, mais je la suis pas vraiment. Donc j'avais juste vu des vidéos de lui, je voyais une espèce de pantin désarticulé qui courait sur le terrain, c'était assez drôle, mais bon, on peut pas se faire une idée sur ça, quoi. Il fallait voir un peu. Donc après les premiers matchs estivaux l'été dernier et les premiers matchs de championnat, j'ai découvert un peu le joueur, tactiquement parlant. Et j'ai découvert un joueur assez hybride, je veux dire, entre le box-to-box et le récupérateur. Il avait un peu les deux rôles, ce qui était pas mal parce que c'est assez rare comme type de joueur dans le panorama actuel du football. Bon, tactiquement, pas super, d'après ce que j'en ai vu. J'imagine un gros dog allemand qui court sur un terrain de football sans collier, quoi, sans laisse. Mais ça s'arrangeait avec le temps. Je veux dire, ça c'est normal. Il faut qu'il rentre dans les schémas tactiques de l'équipe. Par contre, techniquement, c'est vraiment pas top. Je veux dire. Alors évidemment, il peut pas avoir toutes les qualités du monde, sinon ça serait le Jésus du milieu de terrain. Mais techniquement, c'est vraiment pas top. J'ai l'impression qu'il a 2 blocs de béton à la place des pieds. Mais bon, on va dire tant qu'il récupère les ballons, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Puis il a des qualités, il a un cœur gros comme ça, il a un apport physique au milieu du terrain. Mais à la Juve, j'estime qu'il doit porter plus. Alors j'ai regardé un petit peu aussi ses stats. Et là, c'est assez étonnant. Je vous ai mis le lien entre nous là, dans le Discord. En activité sur le terrain, il est 32e en Serie A et il a couru moins que Pjanic. Pas beaucoup, ça se tient dans un mouchoir de poche. Pjanic a couru 11,3 km, lui 10,9. Donc il y a 300 mètres de différence, c'est pas grand chose, mais j'imaginais un peu plus. Mais bon, ça c'est pas très important. Par contre, en ballon récupéré, encore une fois, Pjanic en a récupéré 120 sur son année, Matuidi 83. Alors on n'est pas au niveau des 48 de Khedira. Mais pour un milieu récupérateur, je trouve quand même que c'est pas terrible d'en récupérer moins que le métronome. Donc, est-ce que je te coupe, Calo, Matuidi, c'est quelqu'un qui est perçu comme un milieu défensif rugueux, sauf que Matuidi, c'est quelqu'un qui se projette beaucoup sur l'avant, en fait. On voit au PSG, à un moment, il jouait ailier gauche. Donc c'est quelqu'un qui joue beaucoup, qui défend beaucoup, mais surtout qui se projette énormément vers l'avant. Donc c'est un faux milieu défensif, entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai découvert plus un box-to-box qu'un récupérateur à l'ancienne. C'est sûr que c'est pas un Busquets, c'est évident. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais enfin, je m'attendais, comment vais-je dire, qu'il récupère quand même plus de ballons que Pjanic, quoi. Je trouve que c'est un peu faible. C'est un peu faible, mais il reste dans la bonne moyenne. Je veux dire, n'exagérons rien. Encore une fois, c'est pas Khedira. Pour une première saison, c'est
Exactement. Donc moi, si je dois lui donner une note, mon petit Blaisou, je sais que tu vas nous écouter aussi. Moi, je te donne un 5,5 d'encouragement parce que encore une fois, t'as un cœur gros comme ça et on voit bien que dans le vestiaire, t'apportes une bonne humeur, une cohésion de groupe et ça c'est très important. Mais la saison prochaine, mon petit Blaisou, je veux pas te voir avec si peu de ballons récupérés. Hein. Je veux que tu te donnes à fond parce qu'on est là pour la gagner la Coupe des Champions. Voilà, j'ai donné mon avis. Moi, ce sera un 7 pour Blaise. Hein. Blaisou, hein, c'est le boss. Moi Blaisou il va pas trop aimer ce que je vais dire mais moi je pense que c'était le joueur qui était nécessaire pour le milieu de terrain cette saison, mais j'ai pas l'impression que c'était quand même un premier choix en fait, et voilà, ça a bien marché parce qu'il avait des qualités qui étaient nécessaires au niveau de l'intensité, au niveau du tonus au milieu de terrain justement. Mais il y a quand même une image qui m'a marqué moi cette saison, c'est le match retour contre Tottenham. Et c'est quand il quitte le terrain que la Juve commence à aller beaucoup mieux. Et ça m'a pas mal travaillé ça sur le reste de la saison. Et moi, Émilie, je vais te dire un truc, tu vas me dire si t'es d'accord. Je pense que le mercato de la Juve sera réussi si Matuidi la saison prochaine est un joueur, on va dire, d'apport, mais pas un titulaire indiscutable. Pour moi, Matuidi, je sais pas s'il faudrait qu'il soit un joueur d'apport comme tu le dis. Moi, j'ai trouvé quand même que le fonctionnement entre Pjanic et lui était plutôt bon, que ça fonctionnait vraiment bien, et encore plus avec Dybala devant. Bon, on parle pas des attaquants, mais enfin, c'est vrai que j'ai trouvé que le trio fonctionnait bien, et que sur les matchs où ils étaient alignés comme ça, on avait quand même beaucoup de bons résultats. J'ai été très étonnée par Matuidi en vérité parce que je m'attendais pas à quelque chose de grandiose. J'avais beaucoup d'a priori sur lui. J'ai découvert un joueur avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie. C'est pas un grand technicien, mais il a un physique qui compense largement. Il court beaucoup, il s'implique énormément. On sent qu'il est très altruiste. Franchement, pour une première saison, il s'est adapté tout de suite très vite. Il a été lancé dans le grand bain assez rapidement. Et il s'en est tiré avec brio, donc chapeau bas déjà pour ça. Et ensuite, c'est vrai qu'il a eu un petit ralentissement dans le rythme en fin de saison, mais je pense que c'est lié au fait que c'est l'Italie, c'est la première fois qu'il arrive dans un championnat comme ça. L'entraînement est pas le même, il y a beaucoup plus d'intensité, donc même pour quelqu'un qui a 8 poumons, faut s'y faire. Et c'est normal qu'au bout de toute une saison comme ça, avec le temps d'adaptation, avec la charge de travail supplémentaire par rapport à celle qu'il a pu avoir au PSG, je pense que c'est normal qu'en fin de saison, il tirait un peu la langue et que c'était un petit peu plus compliqué. Je pense que l'année prochaine, il sera beaucoup plus assis dans sa position à la Juve et qu'il sera aussi beaucoup plus à l'aise encore. Donc on verra avec qui il sera associé, mais en tout cas... Moi, j'aimerais vraiment qu'on en fasse un titulaire parce qu'il apporte quand même quelque chose en plus d'un point de vue physique par rapport au milieu de terrain qu'on a actuellement. Allez, je vous propose maintenant de passer à la deuxième recrue. Celle-là, elle était beaucoup plus discrète. C'est Rodrigo Bentancur, l'Uruguayen. On a Unico sur le forum, justement, qui voulait en parler. Il nous parlait de très bonnes rentrées, d'un jeu posé, calme, intelligent. Il espère le voir beaucoup plus la saison prochaine. Calo, est-ce que pour toi, Bentancur, c'est un joueur qu'il faut vraiment mettre au premier plan la saison prochaine? Alors moi, c'est vraiment typiquement le joueur que je peux pas juger, quoi. Il a joué vraiment trop peu. Je ne le regardais pas quand il jouait à Boca Junior, donc j'ai pas une idée complète du joueur. Ça me semble quand même un milieu plus créateur que destructeur. Ça me paraît évident. D'ailleurs, Allegri, quand il le faisait jouer, il le faisait jouer à la place de Pjanic. Mais voilà, je peux pas trop en dire parce que je risquerais de me tromper et ça serait pas bien si je le casse parce que ça tombe, il le mériterait pas. Et si je l'encense, ça serait pas bien non plus s'il se révèle être un bidon, quoi. Donc pour l'année prochaine, est-ce qu'il devra avoir plus de place? Je pense que non. Plus de place, un peu plus qu'il n'en a actuellement, oui, c'est sûr, il devrait rentrer un peu plus. Mais je veux dire, on peut pas en faire un titulaire, je pense pas, parce qu'il n'a pas l'expérience à ce niveau-là pour être titulaire de la Juve. Alors soit on le refait jouer un peu plus que cette année et on le garde, soit on le prête pour voir un peu ce qu'il vaut dans un championnat comme le championnat italien. Donc voilà, mon avis est bon, mais avec un point d'interrogation.
Bah, là où je te rejoins, c'est que j'ai encore un petit peu de mal justement à définir quel joueur c'est exactement, s'il est plus justement créateur ou destructeur, parce qu'on l'a vu un peu dans les deux registres, je trouve. Moi, il m'a impressionné quand même par sa personnalité et son charisme en fait. Je trouve qu'arriver dans une grosse équipe comme la Juve, alors bon, il vient quand même de Boca, donc je pense qu'il y a quand même une certaine pression à gérer à Boca, mais arriver dans une équipe comme la Juve et jouer avec la sérénité qu'il a eue, c'est quand même assez impressionnant. Il a encore des progrès à faire, je pense qu'il doit se canaliser, et des fois des grosses fautes qu'il fait, et puis aussi dans la gestion du ballon, parce que des fois on a l'impression qu'il sait pas trop quoi en faire et qu'il va revenir en arrière, mais il y a quand même un gros potentiel pour ce joueur. Juste pour rappeler l'histoire, on l'a quand même eu dans le deal de Tevez, où on avait l'impression que Boca Juniors nous avait donné une option sur 3 joueurs comme ça. Je crois que l'autre c'était Massimo Pavone, je crois quelque chose comme ça, et puis le troisième je sais même plus qui c'est. Et on se disait en gros, bon, ces joueurs on les verra jamais. Betancourt au final, la Juve a bien fait de mettre une option sur lui parce que le Real était prêt à aller le prendre. Et je pense qu'il faut le voir plus la saison prochaine parce qu'il y a un vrai potentiel chez ce joueur-là. Et la Juve, ces dernières saisons, je trouve qu'elle a pas assez cherché à exploiter le potentiel justement de ces plus jeunes joueurs. Émilie, Betancourt, tu veux en voir plus la saison prochaine ? En tout cas, oui, j'ai besoin d'en voir plus pour avoir un avis plus fondé. Maintenant, le peu qu'on l'a vu, moi je l'ai trouvé plutôt convaincant. C'est vrai qu'il impose quelque chose en rentrant, vu son âge, etc. et son arrivée dans un club comme la Juve. Il s'impose plutôt pas mal. Maintenant, il a des petits défauts à canaliser. Je pense que parfois il va s'emporter assez vite. Maintenant, oui, il est très prometteur de ce qu'on a vu, mais j'attends de voir, comme toi, Pio, de savoir si il est plus destructeur, qu'il est plus créateur. Quel est son vrai fond de commerce entre guillemets, quoi. Enfin, qui est Betancourt au final, on le sait pas vraiment encore. Raphaël, Émilie, elle demande qui est Betancourt. Est-ce que tu as une réponse à cette question ou toi aussi tu es encore un peu dans l'interrogation ? Bah, c'est un joueur grand par la taille, technique, qui peut remplacer Pjanic quand c'est la Copa par exemple. En vrai, Betancourt, j'ai du mal à me faire un avis dessus parce que je le vois. En fait, quand on le voit 10 minutes quoi. Donc c'est pas, on peut pas en dire grand chose. Après, ça reste à voir qui va partir cet été, qui va arriver cet été. C'est compliqué à dire. Si on a un Can qui arrive et que c'est sûr que si Can arrive, Betancourt il sera derrière. Pour moi, il sera derrière. Donc j'ai peur que Betancourt avec les arrivées, ça va faire comme Stuaro en fait. On va le faire jouer un petit peu des bouts de match. Mais j'ai vraiment du mal à le voir titulaire, vraiment. À voir ce qu'Allegri décidera de faire évidemment cet été et puis en début de saison prochaine, mais je crois que le joueur plaît beaucoup à Massimiliano Allegri et qu'il a un vrai projet avec lui. On aura les réponses assez vite. Je te coupe 5 secondes, je pense aussi que Betancourt il est prometteur et ce qu'on va voir, ça dépendra beaucoup de quelle recrue on aura et aussi de ce qu'Allegri aura en tête. Je pense qu'il l'aime beaucoup comme tu as dit et qu'il aimerait vraiment le placer plus. Mais ça dépendra vraiment des recrues qu'on aura, parce que si on veut viser l'excellence, la Ligue des Champions, etc., Betancourt, c'est sûr qu'il aura pas le calibre pour s'imposer sur ces matchs-là et il faudra qu'il se contente des miettes. Alors on parle justement des recrues qui pourraient arriver au milieu de terrain. Je pense qu'on va lentement glisser vers le sujet en abordant la question de l'organisation tactique un peu justement cette saison. Ça a Juve sur le forum nous le faisait pas mal remarquer justement. Allegri a un peu alterné entre le milieu à 3, le milieu à 2. Il n'a pas vraiment réussi à trouver la solution. Raphaël, c'est lequel le milieu toi qui t'a convaincu le plus, le milieu à 3 ou plutôt un milieu à 2 ? Le milieu à 3. Le milieu à 3 me semblait le plus adapté à notre schéma. Après, c'est sûr que si on fait un milieu à 3, notre attaque change radicalement. On peut mettre 2 sur les ailes et un en pointe, comme on peut en mettre un en dessous d'Higuaín et après Costa et Higuaín s'amusent entre eux. Mais pour moi, le milieu à 3 est vraiment indispensable. Je pense qu'Allegri il va rester là-dessus. Le milieu de terrain, c'est notre point faible, on peut dire. C'est un peu notre point faible en fait. À part Pjanic, en fait, dans les grands matchs, on peut se faire bouffer dans les autres sens en fait. Khedira se fait bouffer, Matuidi, on doit.
Je l'adore et dans les grands matchs, il peut se faire bouffer dans les milieux de terrain. Pas les autres joueurs du milieu de terrain, excusez-moi. Donc pour moi, il faut absolument garder ce milieu à 3, mais recruter un vrai buffle au milieu de terrain. Un vrai buffle. Alors on parle de Savic, mais pour moi Savic est vraiment trop cher. On peut acheter j'ai 2 voire 3 personnes avec ce même argent. Pogba, un retour à la maison, il connaît le club. Après, à voir. Moi ça me dérangerait pas, mais à voir. Mais pour revenir à ta question, je pense que le milieu à 3 est vraiment plus adéquat que le milieu à 2. Je pense que le milieu à 2 aurait pu marcher en fait si on avait trouvé vraiment le joueur à associer à Pjanic en fait, parce que Pjanic et Khedira ensemble, ça manque beaucoup trop d'intensité et d'énergie physique. Et Matuidi peut pas vraiment jouer dans un milieu à 2. Moi je pense que voilà, si on avait eu le bon joueur à côté de Pjanic, le 4-2-3-1 aurait vraiment pu faire des ravages. Maintenant, je pense qu'on va un petit peu changer l'année prochaine et donc moi aussi je m'orienterai plutôt vers un milieu à 3 l'année prochaine à condition qu'on ait quand même les bonnes recrues. La première, ça devrait être Chan. C'est déjà une bonne chose parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie lui aussi, qui est très polyvalent, qui peut même jouer en défense et latéral droit. J'ai découvert ça assez récemment. Mais voilà, je pense qu'au milieu de terrain, il apportera beaucoup de choses. Et puis, évidemment, tu parlais de Milinkovic-Savic, c'est un peu le joueur dont on rêve. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais voilà. Moi, je pense que cette saison, on aurait dû avoir un milieu à 2, mais on n'a pas pu le faire pour des raisons de joueurs. L'année prochaine, par contre, je pense qu'on doit revenir à 3. Émilie, quelle vision t'as du milieu de terrain? Je suis plutôt d'accord avec ça. Après, j'ai pas trop de préférence. Même si c'est vrai que le milieu à 3 ça paraît plus adapté. Je pense que surtout cette saison on a fait du bricolage au milieu à chaque fois avec les joueurs qu'on avait à disposition. Sans avoir un vrai fond qui fonctionnait plus que ça, quoi. Donc ça s'est vu parfois sur certains matchs que le milieu de terrain était quand même plutôt absent. Donc je pense qu'il y aura vraiment besoin de travailler sur le milieu de terrain au mercato. Et puis si je peux me permettre... Cette saison, Pjanic se blesse. Cette saison dernière, Pjanic se blesse. Bah, le milieu est inexistant, quoi. On n'en aura pas de milieu. C'est pour ça que si Pjanic a des pépins physiques, il faut vraiment quelqu'un pour le remplacer, en fait. Il faut vraiment quelqu'un de physique, de fort, de polyvalent. Et Chan, je suis d'accord, mais pour moi, il faut quelqu'un d'autre. Alors Chan, moi, c'est pour associer à Pjanic, mais évidemment, il pourra difficilement remplacer Pjanic, mais là, par contre, où tu as raison de souligner, justement, c'est quand on regarde le match aller contre Real, Pjanic n'est pas là, et évidemment, milieu de terrain, ça coule complètement. Calo, toi, tu nous as donné pas mal de statistiques par rapport au milieu de terrain. Je suis sûr que tu as un avis très tranché sur le système à 2 ou 3. Déjà, comme dit Allegri, moi je ne crois pas vraiment en différence de module. J'ai déjà vu des équipes qui jouaient en 4-2-4, donc avec techniquement 4 personnes devant fixes, et c'était hyper défensif. Et puis j'ai vu des équipes en jouant en 5-3-2, comme la première Juve de Conte, et c'était offensif, quoi. Donc la mentalité des hommes prime sur le module. Maintenant, moi j'ai une préférence de jouer à 3. Parce que j'aime bien jouer avec un régiste, je trouve ça cool, et je préfère. Mais si on regarde bien cette saison, on n'a pas vraiment joué avec 2 au milieu. Je veux dire que quand on jouait à 2, c'était avec Dybala en 10, et Dybala descendait super bas, et il allait même en dessous de sa ligne de milieu de terrain pour aller récupérer le ballon. Et tactiquement, on va dire que quand on jouait à 2, en phase de non-possession du ballon, t'avais Dybala qui redescendait, il prenait la place de Pjanic. Pjanic redescendait d'un cran, il devenait régiste. Voilà, c'était plus un milieu à 3 qu'autre chose. Pour Emre Can, moi j'ai regardé quelques-uns de ces matchs dès que j'ai su que la Juve était dessus, qu'on allait le prendre. J'ai regardé 3 matchs en fait, et dans les 3 matchs, je l'ai vu une fois jouer Mezza, j'ai vu une fois jouer régiste, j'ai vu une fois jouer défenseur droit. Donc je sais pas trop quel est son poste, je me demande bien quel est son poste naturel. Les 3 postes auxquels il a joué, il a fait son bon match. Il a pas été super brillant, mais je veux dire, c'est pas évident qu'on change de poste comme ça, mais c'était assez bon, étonnamment assez bon. Et quand on change un joueur de poste, je veux dire, il faut toujours un temps d'adaptation, il y a toujours des petits cafouillages. Par exemple, je vous rappellerai Cuadrado, quand il a joué latéral droit, son premier match à la Juve, il avait joué il y a quelques années latéral droit, mais il l'avait pas fait depuis quelques années. Quand il a joué latéral droit à la Juve,
Il était complètement perdu, il revenait vers l'axe, il laissait son flanc droit libre, il avait du mal à tenir. Lui, Emre Can, c'était vraiment bien fait, donc c'est un joueur super polyvalent. Et j'ai pas regardé ses stats, mais il ne peut être que meilleur que Khedira. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Mais je suis même pas sûr en fait qu'il vienne remplacer Khedira. En fait, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à dire finalement comment va se comporter Can à la Juve. Je pense que c'est un milieu super polyvalent et que ça va forcément être une bonne recrue. Raphaël, Émilie, vous avez un avis sur Emre Can ou vous attendez plutôt de le voir à la Juve? Moi perso, je vais pas me mentir, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé aucun match Liverpool cette saison. Du coup, je veux pas trop donner d'avis sur Emre Can. Après, selon les commentaires qu'on peut faire sur ce joueur, c'est un bon joueur, polyvalent, physique, il peut s'adapter au système de jeu. Reste à voir, moi j'ai pas trop d'avis pour l'instant. Pareil, je pense que s'il vient, ça me permettra de le découvrir et de me faire un avis sur le joueur. Pour l'instant, j'ai pas vu grand chose de lui, donc je suis curieuse de voir ce qu'il apportera. Le nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment, on peut pas franchement ne pas en parler dans un podcast sur le milieu de terrain, c'est évidemment Milinkovic-Savic. Alors il y a beaucoup d'excitation en ce moment autour de ce joueur-là. Je pense qu'il va falloir être très patient parce que c'est une affaire qui va se finaliser, moi je pense assez tard, certainement à la fin du mois de juillet, après la Coupe du Monde. Lotito en demande un prix très élevé et il n'aura pas de problème à le garder une saison de plus s'il n'a pas le prix qu'il veut. Il n'aura même pas de problème à le mettre en tribune pendant une année s'il estime que le joueur va au clash parce qu'il l'a déjà fait par le passé. Et puis ce qui est sûr, c'est que la Juve elle serait prête à lâcher une grosse somme sur lui, mais qu'elle ne jouera pas aux enchères avec la Lazio, c'est-à-dire que s'il fait une grosse Coupe du Monde, Florentino Pérez, c'est sûr qu'il va vouloir l'acheter. Il y a Manchester United aussi qui serait intéressé, donc si plusieurs clubs se ramènent comme ça et que Lotito veut s'amuser avec, c'est sûr que la Juve lâchera le dossier. Moi, je vous pose la question, est-ce que la Juve, elle doit casser sa tirelire? Est-ce qu'elle doit tout faire pour amener Milinkovic-Savic? Ou, c'est un top joueur, mais c'est juste pas possible dans ces conditions de l'amener. Émilie, ton avis? Tout faire pour l'amener à n'importe quel coup, non. Parce que même si sur le papier ça fait rêver, il n'y a aucune preuve en soi qu'avoir Savic chez nous, ça changerait du tout au tout les choses ou qu'il serait tout aussi fort. Enfin, on ne sait pas, hein, au final, c'est quand même un risque. Un risque à mon avis qu'on doit prendre si le prix reste raisonnable. Effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que il faut pas aller aux enchères sur ce joueur-là. C'est clair qu'on réussira jamais à s'aligner face au Real ou des clubs comme ça. Donc si on rentre dans ce discours-là, c'est sûr que Savic ne viendra jamais chez nous. Maintenant, c'est vrai que je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner, et c'est vrai que c'est un des noms les plus chauds qui fait rêver en ce moment. Ça fait rêver parce qu'en plus je trouve que moi j'ai jamais vu de joueur comme ça en Serie A depuis Pogba en fait. C'est une association de qualité à la fois technique et physique. Il y a toujours le geste juste. Moi ce qui me marque en fait, c'est que des fois dans un match on essaye d'observer un joueur. Par exemple sur cette saison on a pu regarder peut-être un petit peu de Can par exemple, essayer de voir comment il se déplaçait. Ce joueur-là, même si on cherche pas à l'observer, on le remarque tout de suite. En fait il a une espèce d'omniprésence en fait. Et il y a quelque chose qui manque au milieu de la Juve depuis que Vidal est parti, mais aussi depuis que Pogba est parti. Et je pense que ce serait vraiment un énorme apport au milieu de terrain. Calo, Savic, ça te fait rêver toi ou il est surcoté? Non mais techniquement c'est pas qu'il me fait rêver, c'est sexuel, c'est au-delà Fio. Je veux dire, le mec il est juste exceptionnel. Je veux dire, j'ai regardé un peu ses stats, 12 buts cette saison, ce qui est énorme pour son poste, mais il a fait 44 tirs cadrés quoi, 44 tirs dangereux. C'est juste énorme, la plupart sont en dehors de la surface, il a un apport physique, techniquement il est juste impressionnant. Je me rappelle encore du match contre l'Inter, Lazio Inter, à un moment il y a un joueur qui lui fait une transversale de 40 mètres sur lui, elle arrive sur son pied, on dirait qu'il y avait de la colle sur son pied, je veux dire la balle, niveau fondamentaux, il est juste exceptionnel. Il est fort en tout, en fait. Il sait tirer les coups francs, il est physique, il est puissant, il est tout, quoi. Pour moi, c'est le milieu total. Voilà. Lui et Pjanic, et dans un milieu à 3 avec Can autour, je sais pas qui dans le monde, il y a peut-être des milieux qui sont à ce niveau-là, peut-être un poil au-dessus, mais il y en a pas beaucoup, hein. C'est top 5 mondial pour moi.
Donc ça serait vraiment aborder la Ligue des Champions avec un autre statut. Bon, ça c'était techniquement. Après, il y a financièrement. Moi, j'y crois pas à son arrivée. Je n'y crois pas dans l'état actuel des choses, bien évidemment. Maintenant, si demain on vend un énorme joueur pour une énorme somme, oui, là, la situation changera. Mais dans l'état actuel des choses, sans vendre personne, donc avec l'état actuel du marché, je n'y crois absolument pas. Et je suis prêt à me... Bon, je vais pas dire une grossièreté, mais bon, je suis prêt à faire un truc incroyable s'il vient sans qu'on vende personne. Parce qu'à quel point j'y crois pas, ça vous donne une idée de l'infini. Voilà. Ouais, c'est vrai que il y a cette question, la Juve sur ses derniers gros investissements, ça a toujours été accompagné de ventes. Donc voilà. Après, il y a des journalistes bien renseignés qui disent que la Juve elle est capable de formuler une grosse offre et qu'il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est que Savic, malgré tout, il n'aura pas un salaire encore de top player a priori. Il aura un salaire peut-être plus raisonnable et que du coup là-dessus la Juve est capable de faire l'effort financier, mais encore une fois ça dépendra de la concurrence. On est tous en train de rêver là sur Milinkovic-Savic. Raphaël, toi aussi tu rêves devant ce joueur? Rêver Milinkovic-Savic, non, j'en rêve pas. Pour moi son prix est beaucoup trop élevé, à part si on vend Storaro à des Chinois à 50 millions, je vois pas arriver. Après, c'est un joueur incroyable. C'est vraiment un joueur incroyable. Mais est-ce qu'on doit mettre plus de 100 millions sur Savic alors qu'il y a des joueurs aussi talentueux sur le marché beaucoup moins chers? Pogba est sur le départ. Vidal est sur le départ. Pour moi, si on recrute Pogba et Vidal, on les fait revenir, on sera tout aussi bon, je pense. Hein. Je pense qu'on sera tout aussi bon. Donc pour moi, non. Milinkovic-Savic, j'en rêve pas. Après, si Marotta casse la tirelire et met 140 millions sur la table ou 100 millions plus Piazza, parce que j'ai vu ça passer il y a pas longtemps. Pourquoi pas, après ça pourrait être bien, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire sur le marché actuel plutôt que d'acheter un mec plus de 100 millions d'euros. Oui, moi je soulignerais juste que par rapport à Pogba, on est quand même à un prix qui sera sensiblement similaire à celui de Milinkovic-Savic, avec un agent qui est tout ce qu'il y a de pire dans le milieu du football, donc qui va demander une commission énorme, et puis un salaire surtout pour Pogba qui sera radicalement différent du salaire de Milinkovic-Savic. Je pense pas. Hein. En vrai, je pense pas qu'il sera au même salaire, comment dire, au même prix que Savic. Je pense pas Manchester United va demander 120 millions d'euros pour Pogba. Si Pogba part, ce sera 60 millions, voire 70 millions, ce qui est déjà énorme, bien sûr. Mais ça se terminera là. Sans compter que Pogba a un niveau beaucoup plus bas par rapport à quand il est retourné de chez nous vers Manchester. Surtout que Pogba connaît la société de la Juve. Ah, mais justement, je vais rebondir là-dessus. Pogba coûte beaucoup plus cher que Milinkovic-Savic. Je veux dire, à un moment, un joueur de foot, c'est pas seulement son cartellino, le prix d'achat, c'est aussi son salaire. Comptablement parlant, en tant qu'amortissement, un joueur de foot se comptabilise en années de contrat. C'est-à-dire, si Pogba vous lui donnez 5 années de contrat, il faut compter donc son salaire, son achat, tout ça étalé sur 5 ans. Pogba, à l'heure actuelle, prend 13 millions net par an de salaire. Pensez bien que si vous lui donnez en dessous, ou même le même chiffre, il va pas bouger, il va rester là où il est. Hein. Pour le faire venir, il faut lui en donner 15. Et pour lui en donner 15, vous aurez Dybala qui va arriver, il va dire, mais pourquoi vous donnez 15 à Pogba et pas à moi? Mais moi, je reste pas pour moi, hein, c'est pas possible. Ça va créer un cercle vicieux, c'est juste pas possible. Pogba, je veux dire, 13 millions par an, vous lui en donnez 15, ça fait 30 millions bruts. 30 millions bruts par an sur 5 ans, ça fait 150 millions d'euros. Plus, on va compter 80 millions pour l'acheter. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que Savic. Hein. Après, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. La Juve et surtout les joueurs qui viennent en Italie savent qu'ils n'auront pas ce genre de salaire. Les salaires en Italie ne sont pas encore élevés au point de ce qui peut se trouver au Real ou en Angleterre, etc. Un joueur qui vient en Italie, il est conscient de ça, à mon avis, c'est qu'il n'aura jamais un salaire aussi élevé, ou tout du moins, le marché actuel n'est pas encore assez développé en Italie pour avoir ce type de salaire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Raison de plus pour laquelle ils ne viennent pas. Hein. Je vois pas pourquoi il va baisser son salaire de 50%. C'est pas pour nos beaux yeux. Je veux dire, à un moment, c'est normal, c'est légitime. Je veux dire, peu de gens le feraient au monde, d'abaisser leur salaire de moitié pour aller ailleurs, quoi. Moi, j'ai jamais connu un joueur de foot qui fait ça. À moins qu'il soit vraiment ostracisé dans son club, qu'on le mette sur le banc, on lui dise qu'on n'a pas besoin de lui. À ce point, mais il n'en est pas à ce point-là, Pogba.
Et surtout, moi, j'ai cru comprendre un petit peu de ce que j'ai lu dans la presse que Manchester United ne discuterait pas d'offres qui seraient inférieures au prix auquel ils l'ont acheté eux. Et ce prix-là, au final, il est de 110 millions d'euros, je crois. Donc, Raphaël, je crois vraiment pas que Pogba parte à 60 ou 70 millions d'euros. Ça m'étonnerait très franchement. Après, on sait jamais. Hein, tout peut arriver des fois dans le mercato, mais ça me paraît compliqué. Alors, on a parlé de Savic, on a parlé de Pogba justement. Ça fait partie donc ce sont deux affaires qui sont très difficiles à conclure sur le mercato. Donc pour terminer l'émission, je vous propose éventuellement de discuter d'alternatives. Et on a Pav sur le forum justement qui évoquait Cristante et Pellegrini. Moi, c'est deux joueurs que j'ai beaucoup observés cette saison. Cristante d'abord parce que c'est mon coup de cœur vraiment en absolu. C'est un ancien élève d'Allegri, donc je serais ravi de le retrouver chez nous comme des Chilio justement quand on voit comme Allegri travaille avec ces joueurs-là. Mais moi vraiment, Cristante c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a une grosse intelligence, grosse concentration sur le terrain. Ses mouvements quand il n'a pas de ballon sont géniaux. Il s'insère parfaitement dans les espaces. Cette année vraiment c'était un bonheur de le voir. Après j'ai quelques doutes à on va dire son adaptation à un jeu autre que celui de Gasperini, parce qu'on sait que Gasperini c'est un technicien hors pair. Malheureusement, Cristante il est très proche de la Roma aujourd'hui, et du coup à la Roma ça nous amène sur Pellegrini qui serait apparemment suivi par la Juve, qui hésite donc du coup à payer sa clause qui tournerait entre 25 et 30 millions d'euros. Pellegrini, moi je l'aimais beaucoup du côté de Sassuolo, il a de très bonnes qualités aussi dans le jeu justement, il participe beaucoup à la construction, c'est un travailleur. Mais moi j'aimais beaucoup à Sassuolo, j'ai trouvé qu'il n'a pas forcément fait le saut de qualité à la Roma, et finalement je trouve que ce serait une vraie mauvaise affaire si d'un côté la Roma se renforce avec Cristante et de l'autre côté la Juve prend Pellegrini, même si c'est un jeune italien prometteur. Je crois pas que ce soit vraiment un joueur qui révolutionne le milieu de terrain. Maintenant je vous laisse la parole, quel serait peut-être pour vous le joueur rêvé, ou en tout cas une alternative crédible à Savic ou Pogba? Émilie, ton avis là-dessus? Sur les noms que tu as cités, que ce soit Cristante ou Pellegrini, je pense pas que si l'objectif est de substituer la venue de Savic par ce genre de joueur, je pense pas que ce soit quelque chose de réaliste, dans le sens où ce sont des jeunes talents qui sont prometteurs, mais ils n'ont pas le niveau pour être des titulaires incontestables ou pour faire passer un cap en Ligue des Champions. Je pense qu'on a besoin d'un top player quand même. Maintenant, au niveau des noms, ça reste quand même assez compliqué, puisque je pense qu'à ce poste-là, ça coûte cher. Donc, dans tous les cas, je pense que si on veut rehausser notre milieu de terrain, il faudra quand même à un moment ou à un autre sortir les billets. Maintenant, moi, j'ai entendu possible retour de Vidal à la Juve. Je dis oui. Ça me ferait réellement rêver. J'aimerais vraiment le revoir sous notre maillot. Ce serait mon rêve à moi de ce mercato. Vidal, t'as pas l'impression que ses plus belles années sont derrière lui? Pas réellement. Je pense qu'il a encore des belles choses à donner et qu'un potentiel retour chez nous pourrait aussi le raviver. Bon, Raphaël, ça commence à faire pas mal de noms, tout ça. Est-ce que t'en as un à ajouter? Franchement, mal à la tête. Hein. Alors, Vidal, moi je dis oui. Après, faut savoir que le Bayern, il s'est fait griller sa place par Tolisso et Alcantara, donc c'est deux gros joueurs aussi. Mais pour moi, Vidal n'a pas à rougir d'être derrière ces deux-là. Pour revenir sur Cristante, je trouve que c'est vraiment un bon joueur, mais dans notre équipe, comme disait Émilie il y a ça quelques minutes, je pense pas que ce soit un joueur qui nous fasse passer un cap, et la Juve, on a besoin d'un joueur qui nous fasse passer un cap. Alors moi, en top player, donc je suis très chauvin, mais moi, je rêve d'avoir N'Golo Kanté à la Juve. C'est quelqu'un d'incroyable, il court tout le temps, il est sur chaque ballon. Je sais que c'est utopique de dire ça, mais et Kanté a encore été élu meilleur joueur de Chelsea cette saison. Après, nouveau staff, sûrement nouvel entraîneur. Peut-être qu'il y aura une cassure, je sais pas. Et s'il y a cassure, pourquoi pas essayer de le récupérer. Mais pour moi, le personne rêvée serait Kanté. Et Raphaël, toi qui justement regarde beaucoup l'équipe de France, il y a Eric Derudler sur Facebook qui nous demandait justement si Tolisso, que la Juve a failli prendre l'année dernière, c'était pas le joueur finalement qu'il nous fallait. C'est une erreur monumentale de ne pas l'avoir pris, Tolisso. C'était une offre en or qu'il fallait prendre.
Tolisso, il fait partie des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga à l'heure actuelle. Même en équipe de France, je le vois mal ne pas être titulaire aux côtés de Kanté et possiblement Matuidi. Je vois pas Pogba titulaire à la Coupe du Monde équipe de France, mais encore à voir. Pour moi, le milieu de terrain équipe de France à la Coupe du Monde, ça sera Tolisso, Kanté, Matuidi. Mais Tolisso, pour une envergure depuis qu'il est arrivé au Bayern, c'est incroyable. Je pense que dans quelques années, dans 2-3 ans, il fera partie du top 3 mondial au milieu de terrain, je pense. Et très facile. Calo, on a cité beaucoup de noms. Je te laisse conclure justement un petit peu sur ce mercato de la Juve et un peu nos espoirs au milieu de terrain. Disons, au milieu de terrain, pour le moment, le nombre est là. Hein. On a un assise, on a Pjanic, Matuidi, Khedira, Sturaro, Betancourt, Marquisio. On rajoute Kahn, il y en aura un 7e. Donc, si on joue à 3, à mon avis, là, au jour d'aujourd'hui, ça sera Pjanic, Matuidi, Khedira et Kahn qui disputeront une place. Donc, il faut des gens qui sortent avant d'en racheter. Oui, il faut un milieu, mais il faut aussi des latéraux. C'est vraiment les postes que nous avons le plus besoin, et on sait que nos finances sont pas comment vais-je dire, infinies. Donc, moi, entre un milieu et un super latéral droit, je prendrais plus le super latéral droit. Je pense que ça apportera plus que des Chilles, largement, même si c'est pas le propos de ce podcast. Donc moi, au milieu, qu'est-ce que je ferais? Je garderais Pjanic à tout prix. Et je ferais revenir Mandragora, qui est juste impressionnant niveau stats. Je veux dire, il court 12 km par match, il récupère une tonne de ballons. Les passes décisives, il y en a aucune qui ont amené un but, mais il en a fait 10 qui ont amené un tir cadré. Donc ce qui est pas mal non plus. Il est assez complet. J'ai pas ton engouement pour Cristante, et je le trouve trouve pas encore assez à la hauteur. Mais bon, c'est juste une impression, hein, c'est juste subjectif, donc c'est pas une sentence. Je changerai peut-être d'avis dans quelques mois, mais là, j'ai pas cet engouement. Donc voilà, évidemment, si Milinkovic-Savic arrive et on vend Higuain pour le payer, et en neuf on met Dybala et à son vrai poste, hein, je le rappelle, c'est son vrai poste. Surtout pas vendre Higuain, je suis désolé, il faut surtout vendre Higuain. Bon, on y reviendra au prochain podcast, mais pour moi, il faut absolument pas vendre Higuain. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un choix tactique, hein, c'est juste où chercher l'argent, quoi. C'est juste dans ce sens-là, où chercher l'argent. Donc Milinkovic-Savic, Pjanic, ça serait vraiment un milieu de terrain de rêve. Et si on n'arrive pas à prendre Savic, on joue à 2 et on fait une rotation avec Kahn, Pjanic, quoi, c'est pas dégueulasse. Enfin, surtout Pjanic qui est juste exceptionnel. Voilà. Moi, j'ai l'impression quand même que à la Juve, il y a toujours un secteur qui va pas. C'est-à-dire, la défense, globalement, ça a toujours été. On avait un très gros milieu de terrain ces dernières années avec les Vidal, les Pogba, les Marquisio, les Pirlo. Il y avait l'attaque qui suivait pas trop. Cette année, on a vraiment une grosse attaque, une grosse défense, et j'ai l'impression que ce qui manque, c'est le milieu de terrain. Donc moi, Calo, je suis pas forcément d'accord avec toi sur pour moi, la priorité, c'est vraiment de compléter le milieu de terrain et d'avoir une équipe qui soit équilibrée vraiment une bonne fois pour toutes. Disons que, oui, tu as totalement raison, au milieu de terrain, si notre jeu n'est pas fluide et si le jeu n'est pas beau, c'est pas complètement de la faute d'Allegri. Que lui soit un peu, comment vais-je dire, frileux, qu'il est un peu plus dans la défensive, c'est un fait. Mais qu'il n'ait pas de bon pied au milieu du terrain, c'est un fait aussi. Hein. Je veux dire, au moment là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je veux dire, sans vouloir déborder dans le podcast, Deschilio, il est tellement pas viril, quoi. Enfin, de façon de parler, on sent vraiment qu'il fait des appels de balles dans des endroits morts du terrain, parce qu'il risque pas de perdre la balle. C'est toujours des passes latérales ou en retrait. Jamais une passe décisive, jamais un truc. Moi, je joue avec toute une saison avec lui en titulaire. Ça va être chaud, mais c'est un autre débat. Voilà. Et ça nous permettra certainement encore de beaucoup en parler la saison prochaine, j'imagine. On va terminer donc là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le podcast bilan de l'attaque. Et puis, je vous invite à rester connecté évidemment sur Style Juve. On espère pouvoir enfin vous faire vivre l'arrivée de Can qui devrait vraiment pas tarder. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao. Salut à tous. Salut.